Valérie Rousseau, haute fonctionnaire à la préfecture régionale, était assise dans son bureau spacieux du 12e étage, littéralement noyée sous des montagnes de paperasse. D'ordinaire, la vue plongeante sur Saint-Émilion, la ville dont elle portait désormais la lourde responsabilité, parvenait à apaiser son esprit. Les vignobles s'étendant à perte de vue, les toits de tuiles anciennes et les clochers de pierre formaient un tableau d'une sérénité immuable. Mais aujourd'hui, les piles de rapports, les projets de décrets et les dossiers urgents pesaient sur elle de tout leur poids, une chape de monotonie écrasante. Le silence feutré de son cabinet fut soudainement brisé par la sonnerie de son téléphone portable. Sur l'écran, un nom s'afficha, qui fit naître sur les lèvres de Valérie le premier sourire sincère de la journée, Sandrine. C'était Sandrine Dubois, sa meilleure amie, sa confidente depuis les bancs de l'université. Celle avec qui elle avait partagé le dernier morceau de pain dans leur chambre exiguë de la résidence universitaire, rêvant à un avenir grandiose qui semblait alors si lointain. Dans 4 jours exactement, Sandrine allait se marier. Sa voix, pétillante de bonheur, fit irruption dans l'atmosphère austère du bureau. L'invitation au mariage fut un torrent de mots enthousiastes et un peu désordonnés, à l'image de Sandrine elle-même. Valérie, avec une chaleur palpable dans la voix, accepta l'invitation, promettant sans l'ombre d'une hésitation qu'elle serait présente. Le jour du mariage arriva. Après avoir expédié ses obligations matinales, Valérie se prépara. Elle opta pour une robe élégante mais sobre, d'un bleu profond, se maquilla légèrement et s'observa un instant dans le miroir. Le reflet lui renvoya l'image d'une femme à l'air strict, sûre d'elle, la sous-préfète. Elle s'approcha de l'immense bail vitré. En bas, dans la cour d'honneur, l'attendait déjà sa voiture de fonction avec chauffeur, accompagnée d'une berline d'escorte discrète. Chacun de ces déplacements, chaque sortie, était réglé par un protocole immuable. Et soudain, en contemplant cette mécanique bien huilée du pouvoir, une vague de nostalgie puissante la submergea. Et si, aujourd'hui, pour une seule et unique journée, elle redevenait simplement Val, l'étudiante qui sillonnait les routes au volant de la vieille voiture de son père, chantant à tue-tête sur les succès passants à la radio, se sentant la reine du monde? L'idée lui parut insensée, mais terriblement séduisante. Elle voulait arriver au mariage de son amie non pas comme une représentante de l'État, mais comme une personne ordinaire, comme l'amie de sa jeunesse. La décision fut prise en une fraction de seconde. Elle appela le chef de sa sécurité et, prétextant un changement de programme de dernière minute, annula le véhicule et son escorte. Puis, elle descendit au parking souterrain. Là, sous une bâche protectrice, reposait sa vieille Renault 4 rouge cerise, un héritage de son père. Elle ne l'avait plus conduite depuis des années, mais la faisait réviser scrupuleusement et démarrait parfois le moteur, juste pour entendre son ronronnement si familier. L'odeur dans l'habitacle, un mélange unique de vieux cuir, d'essence et de quelque chose d'indiciblement familier, la transporta 15 ans en arrière. C'était comme si les années de travail acharné, les nuits blanches passées sur des projets de loi et le poids écrasant des responsabilités n'avaient jamais existé. Elle était simplement Val, en route pour le mariage de sa meilleure amie. En s'engageant sur la route de campagne menant au lieu de la fête, elle fut envahie par un sentiment de liberté enivrant. Les vitres baissées, le vent jouant dans ses cheveux, la route familière qui défilait. Cette idylle fut brutalement interrompue lorsqu'elle aperçut au loin un poste de contrôle routier de la gendarmerie. Des gendarmes en uniforme vérifiaient nonchalamment les véhicules. À la tête de ce petit royaume de bitume se tenait le commandant Stéphane Fournier, un homme corpulent au visage bouffi et aux petits yeux perçants et calculateurs. La réputation de Fournier le précédait. On disait qu'il acceptait des pots de vin, qu'il falsifiait des procès-verbaux et qu'il prenait un malin plaisir à humilier les conducteurs, se sentant protégé par une impunité totale. Son beau-père était un juge influent à la cour d'appel, et toute plainte contre lui disparaissait mystérieusement dans les méandres de l'administration. En voyant la vieille Renault 4 conduite par une femme soignée, le commandant Fournier s'anima. C'était sa catégorie de clients préférés, ceux qu'on pouvait facilement intimider. Il leva paresseusement son bâton de signalisation. Valérie se rangea tranquillement sur le bas-côté. Fournier s'approcha lentement, la toisant, elle et sa voiture, d'un regard méprisant, avant de lancer d'un ton faussement sévère, « Alors, on vole ou comme ça, ma jolie ?» Son ton était ouvertement insultant. Valérie, gardant son sang-froid, répondit calmement, « Bonjour. Je me rends au mariage d'une amie. » Fournier eut un rictus, dévoilant une rangée de dents jaunies par le tabac. « Au mariage, donc on fait la fête. Et pourquoi la ceinture n'est pas attachée, hein ?»
Oublié? Ou c'est papa qui va payer? On file sur la route, toute mignonne comme ça. Ah, on est en infraction. Il sortit théâtralement sa tablette. Valérie comprit instantanément que ce n'était qu'un prétexte. Elle portait sa ceinture. Son véritable objectif n'était pas l'amende, mais le plaisir sadique de la rabaisser, de sentir son pouvoir sur elle. D'une voix égale, elle déclara « Monsieur le commandant, je n'ai commis aucune infraction. Ma ceinture est attachée et je ne dépassais pas la vitesse autorisée. » Le visage de Fournier se crispa. « Tu vas m'apprendre la loi, peut-être? Ici, l'autorité, c'est nous, la police, pas toi, poupée, gronda-t-il. Valérie le regarda en silence, et ce calme olympien le fit sortir de ses gonds. Il s'attendait à de la peur, des larmes, des supplications, et ne recevait qu'un regard froid et évaluateur. « T'as pas compris, on dirait. C'est pas grave, on va t'expliquer différemment. » Sur ces mots, il ouvrit brusquement la portière et lui asséna une violente gifle en plein visage. Sa joue la brûla comme un fer rouge. Sa vision se brouilla un instant, mais elle n'émit pas le moindre son, se contentant de serrer les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle reprit ses esprits en une seconde, une fureur glaciale brillant dans ses yeux. Fournier ricana, se tournant vers ses subordonnés qui assistaient à la scène. « Regardez-moi ça, elle se prend encore pour une reine. C'est rien, on va lui redresser sa couronne. » L'un de ses sbires, un jeune sergent, s'approcha. « Commandant, on l'emmène au poste? Là-bas, on lui apprendra vite à aimer son pays et à ne pas faire sa maligne. » Fournier acquiesça d'un signe de tête approbateur. Au même moment, 2 gendarmes empoignèrent Valérie par les bras, tentant de l'extraire de la voiture. Elle se dégagea d'un coup sec et, d'une voix glaciale, pleine d'une autorité naturelle, lança « Ne me touchez pas ». Son ton était si impérieux que l'un des gendarmes hésita une seconde. Mais cela ne fit qu'exciter davantage Fournier. « Brisez-lui son arrogance. Traînez-la dehors, hurla-t-il. L'autre gendarme, plus âgé et plus brutal, surgit de l'autre côté, attrapa Valérie par les cheveux et la tira violemment hors du véhicule. Elle poussa un cri de douleur aiguë, mais garda le silence sur son identité. Il était crucial pour elle d'aller jusqu'au bout, de voir le fond de ce cloaque dans lequel s'étaient transformés ceux qui étaient censés protéger la loi. Pendant qu'on la traînait, l'un d'eux donna un violent coup de pied dans la portière de sa vieille voiture, y laissant une vilaine bosse. « Voilà. Ça t'apprendra à jouer les dames respectables. Ton petit numéro est terminé, poupée, siffla-t-il. » Maintenant, Valérie voyait la situation avec une clarté absolue. Ce n'étaient pas des gardiens de l'ordre. C'étaient des bandits en uniforme, grisés par leur impunité. Les yeux du commandant Fournier brillaient de haine et de triomphe. Il lui murmura au visage d'un ton moqueur, « J'en ai vu des comme toi, des filles à papa pleines aux as. J'en croise des dizaines par jour. Tu croyais pouvoir défier la police et t'en tirer? Je vais te montrer ce que coûte ton obstination. » Il fit un signe à ses hommes, signifiant que le spectacle ne faisait que commencer. Elle fut traînée vers la voiture de police comme une criminelle, sous les yeux des autres conducteurs qui détournaient le regard, terrifiés à l'idée même de croiser le leur. Même après avoir été jetée, humiliée et battue, dans la voiture de police, Valérie Rousseau, la sous-préfète, continuait de garder le silence. Elle ne prononça pas un seul mot sur sa fonction, sur son statut. Elle devait voir tout cela de ses propres yeux, voir à quel point le système était gangrené, jusqu'où ces hommes en uniforme pouvaient aller dans l'abus de pouvoir et leur mépris de la loi et de la dignité humaine. Le commandant Fournier était furieux. Assise en face de lui, cette femme qu'il venait de frapper, que ses subordonnés avaient traînée par les cheveux sur le bitume, restait muette. Pas de larmes, pas de supplications, pas de menaces. Ce silence assourdissant l'exaspérait plus que n'importe quel cri. Il percevait son calme comme une insulte personnelle. Il rugit au chauffeur, file au commissariat. On verra bien si elle fait encore la maligne là-bas. 2 policiers la saisirent de nouveau brutalement par les bras en la sortant du véhicule devant le commissariat de police local. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Valérie parla, d'une voix forte et distincte. Chaque mot claqua comme un coup de fouet, « Enlevez vos mains de sur moi. » Fournier éclata de rire à son visage. « Ah, on s'est parlé, finalement. Ne t'en fais pas, bientôt dans ta cellule, tu chanteras une autre chanson. » Dans le commissariat,
il s'affala bruyamment dans son fauteuil derrière un bureau usé et hurla à travers la pièce, « Eh, quelqu'un! Un café et des croissants pour moi. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On va fêter ça. » Un rire obséquieux parcourut les rangs. Valérie se tenait au milieu de la pièce, observant calmement les alentours. Son regard, attentif et froid, enregistrait chaque détail, les yeux fuyants des employés, la peinture écaillée sur les murs, le portrait du président de la République accroché de travers. Elle mémorisait chaque mot, chaque geste de ces gens qui se prétendaient protecteurs des citoyens. Quelques minutes plus tard, Fournier fit signe à un jeune lieutenant de s'approcher et, masquant sa bouche avec sa main, lui chuchota à l'oreille, « Écoute, lieutenant Léo Bernard, monte-lui un dossier. Un truc en béton. Détention de stupéfiants en vue d'un trafic. Tu lui glisses quelques grammes d'héroïne dans son sac. Et l'affaire est dans le sac. On la mettra au frais pour un bon moment, ça lui apprendra à qui on parle. » Le jeune policier hésita un instant. Un doute fugace traversa son regard. « Mais, mon commandant, nous n'avons aucune preuve. » Fournier eut un grognement méprisant. « Des preuves ? Dans ce commissariat, c'est moi qui crée les preuves. » « Compris. » Valérie entendit chaque mot, mais son visage resta impassible. Elle attendait. Le moment propice. Fournier se tourna vers elle, faisant tourner un stylo entre ses doigts. Il demanda d'un ton administratif et arrogant, « Nom, prénom, adresse. » Elle resta silencieuse. « Tu es sourde ou quoi ? Parle, ou je vais te délier la langue. » Il frappa violemment du poing sur la table. Finalement, elle répondit doucement, presque dans un murmure, « Je m'appelle Valérie. » Fournier éclata de rire. « La maligne, hein ? Tes petits tours, tu peux te les garder. Des comme toi, j'en vois des dizaines par jour. » Il fit un geste, et 2 policiers la prirent sous les bras pour la traîner vers une cellule de garde à vue. La porte se referma avec un bruit métallique. La cellule était sale, humide. L'air vicié était imprégné d'une odeur de moisissure et de saleté. Dans un coin, sur une paillasse, était assise une autre femme, l'air épuisé, le regard vide. Valérie s'assit à côté d'elle et demanda doucement, « Pourquoi êtes-vous ici ?» La femme soupira amèrement. « On m'a piégé. Mon ex-mari est ami avec un des chefs d'ici. Ils m'ont mis sur le dos un détournement au travail que je n'ai jamais commis. Ils ont dit que si je protestais, ils trouveraient aussi de la drogue. Et vous ?» Elle regarda Valérie avec une lueur d'espoir. Valérie répondit simplement, « Pour l'instant, je ne sais pas. » Elle balaya du regard la cellule sordide, et son cœur se serra d'un terrible pressentiment. S'il pouvait la traiter ainsi, elle, une autre fonctionnaire, sans le moindre fondement, qu'advenait-il alors des gens ordinaires, sans pouvoir ni relation ? Quel arbitraire monstrueux régnait entre les murs de ces commissariats ? Pendant ce temps, dans son bureau, Fournier dictait ses ordres à son subordonné, « Alors, tu écris dans le rapport, résistance aux forces de l'ordre lors de l'arrestation, détention de substances stupéfiantes en grande quantité. Prépare-moi tous les papiers, et vite. » Le jeune lieutenant tenta à nouveau de protester. « Mais, mon commandant, nous n'avons aucune pièce à conviction. » Fournier éclata de rire. « Des pièces à conviction ? Dans ce commissariat, si j'ai besoin de pièces à conviction, elles apparaissent comme par magie. » Peu après, il entra personnellement dans la cellule. Son visage était déformé par la haine. Il leva la main pour frapper à nouveau Valérie. Mais à cet instant précis, la porte métallique du couloir s'ouvrit à la volée, et une voix stricte et autoritaire retentit comme un coup de feu. « Que personne ne bouge, » répéta l'homme qui venait d'entrer. Tous les regards se tournèrent instantanément vers la porte. Sur le seuil se tenait le capitaine Nicolas Lefebvre, un officier de l'inspection générale, connu dans l'institution pour sa rigueur et son incorruptibilité. En voyant ce qui se passait dans la cellule, son visage se figea. Il balaya l'assemblée d'un regard glacial et articula, « Que se passe-t-il ici, commandant Fournier ?» Fournier sortit précipitamment de la cellule, tentant d'afficher un sourire servile. « Ah, capitaine. Rien de spécial. Juste une fille des rues qui faisait de l'esclandre. On lui fait une petite leçon de morale. La routine. » Le capitaine Lefebvre ne l'écoutait pas. Il regardait Valérie droit dans les yeux. Quelque chose dans son regard, dans sa posture, le fit s'immobiliser. Cette femme, malgré ses cheveux en désordre et l'échymose sur sa joue,
se tenait avec une dignité qui ne correspondait en rien à l'image d'une fille des rues. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur, ni servilité, seulement une fureur froide et une volonté d'acier. Lefebvre s'approcha lentement de la cellule et, s'adressant à elle, demanda d'une voix basse mais insistante, « Comment vous appelez-vous » Valérie continua de se taire. L'air dans le commissariat semblait s'épaissir, devenir visqueux comme du goudron. On la transféra dans une autre cellule, encore plus humide et sombre. Les murs étaient couverts de taches de moisissure, dégageant une odeur lourde et nauséabonde. Valérie regardait les murs décrépits, le cœur serré de douleur. Elle voyait le vrai visage du système qui était censé protéger la justice, mais qui était devenu un instrument d'illégalité. La loi, pensait-elle, n'existait plus que sur le papier, dans les beaux rapports qu'elle lisait elle-même. Dans la vie réelle, elle était piétinée par les bottes sales de gens comme Fournier. Ce même jour, le préfet de la région, Pierre Martin, le supérieur direct de Valérie, avait décidé de mener une inspection surprise dans plusieurs commissariats locaux. C'était une de ses habitudes pour maintenir ses subordonnés sous pression. Alors que son cortège approchait du bâtiment où Valérie était détenue, l'agent de service, terrifié, fit irruption dans le bureau de Fournier. « Mon commandant !» Là. La voiture du préfet. Le visage de Fournier devint blême. « Quelle voiture ? Qui est arrivé » balbutia-t-il. Le préfet Martin en personne. Pierre Martin. L'atmosphère dans le commissariat changea en un instant. Un silence de mort s'installa. Quelques secondes plus tard, Martin lui-même entra dans la pièce. Grand, droit, avec un regard perçant qui semblait lire en chacun. Il s'arrêta au milieu de la pièce et regarda Fournier droit dans les yeux. « Commandant, faites-moi votre rapport. » « Que se passe-t-il ici » Sa voix était calme, mais ce calme était menaçant. Fournier se mit à trembler, des sueurs froides perlant sur son front. « Rien. Rien du tout, monsieur le préfet. Tout est en ordre. Un incident mineur. Une citoyenne qui troublait l'ordre public. » Le regard de Martin balaya la pièce et s'arrêta sur la porte à barreaux de la cellule où se trouvait Valérie. En la voyant dans cet état, échevelée, avec une contusion sur la joue, il se figea. Son visage exprima le plus haut degré de stupeur et de colère. « Valérie. Mais que faites-vous ici » Il se précipita vers le bureau de Fournier, saisit le dossier fraîchement fabriqué. Parcourant les lignes détention et trafic de stupéfiants, résistance aux forces de l'ordre, il jeta le dossier sur la table avec une telle force que les feuilles s'éparpillèrent dans toute la pièce. Vous lui imputez un article du code pénal. Sur quelle base ? Où sont les preuves ? Cria-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre. Fournier restait là, ouvrant et fermant la bouche, incapable de prononcer un mot. Martin, rouge de fureur, rugit immédiatement. Libérez-la immédiatement. Lorsque la porte de la cellule s'ouvrit, Valérie sortit lentement. Elle se tenait droite. Son regard était calme, mais il y avait en lui une telle force que tous les présents baissèrent involontairement les yeux. Martin se tourna vers Fournier. « Savez-vous au moins qui est cette personne » siffla-t-il. Fournier, tremblant de tout son corps, balbutia « Non, monsieur le préfet, je ne sais pas » Martin hurla si fort que les vitres tremblèrent. « C'est Valérie Rousseau, ma nouvelle sous-préfète chargée des affaires sociales et de l'ordre public. Elle supervise le travail de toute la police de la région. » Un silence de mort s'abattit sur le commissariat. Personne ne pouvait dire un mot. Le visage de Fournier prit une couleur terreuse, ses jambes se dérobèrent sous lui. Celui qu'il venait de frapper, d'humilier et contre qui il montait un dossier criminel, s'avérait être sa plus haute supérieure hiérarchique. Valérie s'approcha calmement du préfet et, d'une voix égale, sans l'ombre d'un tremblement, fit son rapport. « Monsieur le préfet, je vous informe. Cet agent, le commandant Fournier, m'a frappé, insulté et a donné l'ordre de fabriquer un dossier criminel contre moi. Dans la cellule voisine se trouve une autre femme qui affirme être également détenue illégalement sur la base d'accusations fabriquées. » En entendant cela, Martin explosa. Ses yeux lançaient des éclairs. « Fournier. De quel droit avez-vous levé la main sur votre supérieur ? De quel droit fabriquez-vous des dossiers contre des innocents ?» Fournier tenta de dire quelque chose pour sa défense, mais le capitaine Lefebvre, qui avait observé la scène en silence, s'avança. « Monsieur le préfet, permettez-moi de rapporter.
J'ai suspecté une anomalie dès le début. Tout ce que dit madame la sous-préfète est la pure vérité. Fournier était complètement seul. Valérie se tourna vers lui. Sa voix était basse, mais chaque mot pesait une tonne. Commandant Fournier, vous êtes immédiatement démis de vos fonctions. Une procédure pénale sera engagée contre vous pour abus de pouvoir et falsification de preuves. Le visage de Fournier était blanc comme un linge, ses lèvres tremblaient. Elle continua, martelant ces mots, vous aviez l'habitude de piétiner les gens dans ce lieu qui devrait être un palais de justice. À partir d'aujourd'hui, votre lieu le plus familier sera une cellule de prison. Le préfet Martin ordonna son arrestation, l'ouverture immédiate d'une enquête et sa transmission au parquet. Le capitaine Lefebvre commanda d'une voix forte, « Sergent, passez les menottes au commandant Fournier et conduisez-le en cellule. » Les mêmes policiers qui, une heure auparavant, rampaient devant Fournier, s'écartaient maintenant de lui comme d'un pestiféré. Les menottes cliquetèrent à ses poignets. Son visage était vide de toute expression. Pour la première fois de sa vie, il comprenait dans sa chair le prix de l'arrogance et du pouvoir absolu. C'est l'histoire de la sous-préfète Valérie Rousseau, qui n'a pas craint de défier seul un système corrompu et pourri. Mais même lorsque les menottes se refermèrent sur les poignets du commandant Fournier, il ne se rendit pas. Il afficha un sourire méprisant et cria, en regardant ses anciens collègues et le préfet, « Vous croyez que je suis le seul ? Que tout va s'arrêter avec moi. C'est tout le système qui est derrière moi. Tous sont complices, du simple agent de patrouille au directeur régional. Tous mangent dans cette main. » Dès qu'il eut prononcé ces mots, un silence assourdissant s'installa. De nombreux policiers pâlirent et baissèrent la tête. Certains se mirent à trembler. Il était évident que Fournier ne mentait pas. La corruption avait étendu ses métastases profondément, jusqu'aux racines. Valérie regarda le préfet Martin, et sa voix résonna, ferme et résolue, « Pierre, ce n'est plus l'affaire d'un seul commandant. C'est le symptôme d'une maladie qui ronge tout le système. Il faut mener une enquête approfondie sur tout ce commissariat. Je suis certaine qu'il n'y a pas un seul innocent ici. » Martin acquiesça lourdement. Son visage était sombre. « Vous avez raison, Valérie. » Il se tourna vers son assistant et ordonna d'une voix stricte, « Faites venir immédiatement une équipe de la brigade de répression de la corruption. Tout le personnel de ce commissariat doit être contrôlé. » Sans délai. Une fois l'ordre donné, le chaos s'installa. Certains employés se mirent à courir en panique, tentant de téléphoner, de demander de l'aide. D'autres restèrent figés, comme des statues de pierre, attendant leur sort avec terreur. Quelques minutes plus tard, plusieurs voitures noires banalisées arrivèrent. Des hommes en costume civil strict, aux visages impénétrables, en sortirent. C'étaient des enquêteurs spécialisés dans les affaires les plus graves. Le claquement de leurs chaussures sur le sol les résonna. La saisie des documents, des ordinateurs de service, des dossiers personnels commença. Le jeune lieutenant, celui à qui Fournier avait ordonné de fabriquer le dossier, s'approcha en tremblant de Valérie. « Madame la sous-préfète, pardonnez-moi. J'obéissais simplement aux ordres, murmura-t-il. Valérie le fixa d'un long et lourd regard, mais ne répondit rien. Juste après lui, un autre policier, plus âgé, s'avança. Il tenait un dossier à la main. Madame la sous-préfète, sa voix tremblait. Dans tout ça, notre plus grand chef est également impliqué. Valérie fronça les sourcils. Qui exactement? Le policier se pencha et chuchota pour qu'elle seule entende, le directeur régional de la police nationale de Saint-Émilion, le général Jean Durand. Un silence de mort s'abattit. Tous comprenaient que l'affaire dépassait de loin les limites d'un commissariat local. Il s'agissait d'un réseau criminel organisé, une pieuvre dont les tentacules atteignaient les plus hauts sommets du pouvoir régional. Pierre Martin soupira profondément et annonça d'une voix forte, « L'ensemble du personnel de ce commissariat est immédiatement suspendu de ses fonctions. La brigade de répression de la corruption prend en charge l'intégralité de l'enquête. » La nouvelle se répandit à la vitesse de l'éclair. Les journalistes et les caméras de télévision affluèrent devant le commissariat. Quelques heures plus tard, le sujet principal de tous les journaux télévisés était l'annonce qu'un commissariat entier avait été mis à pied dans le cadre d'un scandale de corruption. Le soir même, un 4x4 noir arriva à toute vitesse. Le général Jean Durand en personne en sortit. Il fit irruption dans le bâtiment, hurlant depuis le seuil, « Que se passe-t-il ici? Qui a autorisé des perquisitions dans mon service ?
Valérie s'avança calmement à sa rencontre. Elle regarda le général droit dans les yeux, et sa voix résonna, froide et assurée, « Vous pensez que tout vous sera pardonné, mon général ?» Elle ouvrit le dossier que le policier lui avait remis et le lui tendit. « Ici. Il y a toutes les preuves. Vos ordres de falsification de dossier, les comptes sur lesquels l'argent des pots de vin était versé. Les témoignages de vos subordonnés sur la manière dont vous les forciez à violer la loi. » Le visage du général Durand devint cendré. De grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front. Il fut incapable de prononcer un mot. Le préfet Martin ordonna d'une voix forte, « Arrêtez le général Jean Durand. Placez-le en garde à vue pour les besoins de l'enquête. » Il n'avait pas fini sa phrase que les enquêteurs de la BRC s'avancèrent, et les menottes froides cliquetèrent au poignet du tout-puissant général. La nouvelle de l'arrestation du chef de la police régionale secoua toute la région. La nuit même, la décision fut prise de créer une commission spéciale pour élargir l'enquête. Des listes de tous les fonctionnaires, policiers et juges potentiellement impliqués dans les schémas de corruption furent établies. La machine judiciaire, mise en marche par l'acte courageux d'une seule femme, commença à prendre de l'ampleur. Au cours des jours suivants, plus de 40 policiers de différents grades, 20 fonctionnaires de la préfecture régionale et plusieurs hommes d'affaires influents qui versaient des pots de vin furent arrêtés. Tout le réseau de corruption qui avait gangrené la région pendant des années fut démantelé. Grâce à la droiture, au courage et à l'honnêteté de la sous-préfète Valérie Rousseau, le système, qui semblait inébranlable, s'effondra et commença à s'assainir de l'intérieur. Lors d'une conférence de presse, le préfet Martin, maîtrisant à peine son émotion, déclara aux journalistes, « Le courage de Valérie Rousseau a redonné aux gens foi en la justice. Elle n'est pas seulement une fonctionnaire, elle est un véritable symbole de la justice. » La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est simple. La justice peut être temporairement aveuglée ou cachée, mais la lumière de la vérité et de l'honnêteté ne peut être éteinte. Lorsqu'une seule personne est prête à se lever pour défendre la vérité, le mal le plus puissant est finalement contraint de baisser la tête. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que le courage d'une seule personne peut changer le monde, merci de laisser un j'aime et de partager cette vidéo. Que ce message de courage et d'honnêteté soit entendu par le plus grand nombre. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre des histoires où le bien et la loi triomphent toujours. Chaque histoire que nous vivons ensemble nous donne une leçon inestimable. Et le plus important, c'est le choix que nous faisons face à l'injustice.